Bonjour, je vais vous présenter le projet Baby Detect, qui est un projet de dépistage néonatal en complément du test de Guthrie, qui n'est pas là pour le remplacer, mais pour ajouter un complément. Et on va prendre quelques gouttes de sang d'un nouveau-né pour dépister à temps certaines maladies. Les résultats ont été publiés dans Nature Medicine le 28 janvier 2025, ce qui est une belle reconnaissance à la fois de la crédibilité scientifique de l'étude et qui nous permet d'avoir une certaine visibilité dans la communauté aussi bien pédiatrique qu'au sein des gynécologues et des sages-femmes. Les auteurs de l'étude sont le professeur Laurent Servet, qui est neuropédiatre à la fois à l'hôpital du CHU de Liège, de la Citadelle et de l'Université d'Oxford, et le professeur François Boomer, qui est responsable du laboratoire de génétique du CHU de Liège et également du centre de dépistage néonatal qui travaille dans le service du professeur Bourse. Et ils ont tous les deux associé leurs équipes en génétique et en pédiatrie du CHU de Liège pour arriver à ce beau projet. Et pour être complet, mon nom est Émeric Armand et je représente la société Tameus qui a été mandatée par le CHU de Liège, dont il est une spin-off, pour informer les maternités, le corps médical et les autres acteurs du monde de la santé de l'existence du projet Baby Detect dans le but de le pérenniser de façon à ce que le projet ne meure pas à la fin de l'étude en cours et de s'assurer que le test soit disponible pour les parents qui le souhaitent en dehors de l'étude. Il est important de mentionner que tout le test se fait au CHU de Liège. Ça inclut le flux des prélèvements, bien entendu la traçabilité, la réalisation des tests en elle-même, le contrôle de qualité, l'analyse des tests et la communication des résultats, ainsi que la facturation. Tout se fait au sein du CHU de Liège. Tameus n'intervient pas dans ces opérations. Tameus est juste là pour informer de l'existence du test. Au niveau de l'agenda, je vais d'abord vous parler de l'ensemble de la problématique des maladies rares en Belgique. Ensuite, des programmes de dépistage néonataux actuels, le test de Guthrie, et pourquoi Baby Detect représente une avancée significative par rapport aux technologies existantes. Et puis vous partagez les premiers résultats qu'on a, qui ont été publiés dans Nature et qui sont faits sur presque 6000 patients qui ont déjà été inclus dans l'étude à ce jour. Alors les maladies rares, malheureusement, elles ne sont pas aussi rares que ça, puisqu'il y a plus de 500 000 personnes en Belgique qui en souffrent. Il y a à peu près 10 naissances par jour, dont un bébé est porteur d'une maladie rare. Et le point peut-être le plus important, c'est qu'il y a environ 5 ans d'errance diagnostique en moyenne en Belgique, entre le moment où les premiers symptômes d'une maladie rare sont détectés et le moment où on pose un diagnostic, où on met un nom sur la maladie. C'est une période qui est extrêmement longue, qui nécessite évidemment beaucoup de stress pour les parents et beaucoup de coûts et d'analyses parfois inutiles. Afin d'éviter cette errance diagnostique, il y a plusieurs manières de pouvoir diagnostiquer cette maladie rare. Ça commence même avant la conception, puisqu'on peut faire des tests préconceptionnels sur les deux parents afin d'analyser s'il y aurait des anomalies génétiques, par exemple récessives, sur les deux parents qui pourraient être transmises aux enfants sans que les parents soient nécessairement au courant qu'ils sont porteurs. Donc dans ce cas-là, on va détecter un grand nombre de maladies génétiques qui peuvent être présentes, qu'elles soient traitables ou pas, et on va informer les parents de potentielles incompatibilités avant la conception. Si on détecte malheureusement une incompatibilité, on va pouvoir potentiellement les aider avec une programmation médicalement assistée pour éventuellement faire un choix d'embryon pour éviter que cette anomalie génétique ne soit transmise aux enfants. Ça, c'est le dépistage préconceptionnel qui coûte environ 1500 € et qui est fait assez rarement, mais qui est possible dans plusieurs universités et plusieurs centres de génétique en Belgique qui le proposent. Ensuite, la deuxième étape, c'est le dépistage prénatal in utero, que vous connaissez certainement tous, qui est le NIPT, qui est maintenant généralisé, remboursé en Belgique, qui coûte 8 € de ticket modérateur aux parents, et puis qui détecte évidemment seulement la trisomie et qui potentiellement peut mener à une interruption de grossesse si c'est le souhait des parents.
Ensuite, nous avons le dépistage néonatal, qui est donc le test de Guthrie qui est fait de façon standard sur tous les enfants qui naissent en Belgique, et pour lequel on peut aussi faire en parallèle le test Baby Detect au même moment. Donc on s'inscrit bien dans la même logique de dépistage néonatal, c'est-à-dire que l'enfant est déjà né, qu'il va bien, mais qu'on souhaite dépister si par hasard il était porteur d'une maladie rare qu'on pourrait traiter. Et enfin, si malheureusement on n'a pas pu détecter ces maladies au dépistage néonatal, eh bien alors on attend l'apparition des premiers symptômes et on fait un diagnostic postnatal sur base des premiers symptômes, et c'est là que démarre quelque part le parcours du combattant pour l'odyssée de diagnostic qui peut durer qui dure en moyenne 5 ans en Belgique. Le test de Guthrie, vous le connaissez bien, il existe dans la plupart des pays dans le monde. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il couvre un nombre variable de maladies. On est assez bien loti en Belgique francophone, puisqu'il y a 23 maladies qui sont couvertes par le Guthrie. En Flandre, c'est à 19. Et pour le pays limitrophe, on est à 6 maladies au Luxembourg, 14 en France et 26 aux Pays-Bas. Le pays qui couvre le plus de maladies en Europe, c'est l'Italie, qui en a 43. Donc il y a une variation d'un pays à l'autre. C'est principalement une technologie qui s'appelle la spectrométrie de masse qui est utilisée, qui permet de détecter la présence ou non de certaines substances et le taux de présence de ces substances pour détecter les maladies qui sont listées ici. J'attire l'attention sur la dernière ligne, qui est la SMA, c'est-à-dire l'amyotrophie spinale, qui a été ajoutée au test de Guthrie en 2021 pour la Belgique francophone et en 2022 pour la Flandre, en 2024 pour le Luxembourg. C'est un exemple qui a démarré en Belgique, un travail qui a démarré en Belgique et qui a été suivi par la plupart des pays européens qui sont maintenant en train de l'implémenter dans leur programme de dépistage conventionnel systématique. C'est important de le mentionner parce que c'est déjà le travail de la même équipe avec le professeur Servet et François Boomer qui ont déjà travaillé sur ce projet. Alors pourquoi est-ce que c'est important de détecter très tôt l'amyotrophie spinale, et pourquoi est-ce que le professeur Servet et le professeur Boomer se sont attachés à cette maladie? Parce que comme vous allez le voir, c'est une maladie qui se traite bien aujourd'hui. Depuis 2016, il existe divers traitements pour traiter la maladie. Et quand ces traitements sont démarrés, elle va stopper l'évolution de la maladie. Malheureusement, elle ne permet pas de revenir en arrière, et les séquelles qui ont déjà été qui sont déjà présentes au moment où on commence le traitement ne sont malheureusement pas réversibles. Donc ici, c'est un exemple d'une fratrie dont le grand garçon que vous avez vu juste avant, assis par terre, a été diagnostiqué d'une amyotrophie spinale vers l'âge de 10 mois, a démarré le traitement à ce moment-là, et au moment où on l'a diagnostiqué, la maman était enceinte de la petite fille que vous voyez assise sur le lit, qui, elle, a été évidemment, comme on suspectait qu'elle était potentiellement atteinte comme son grand frère, puisque c'est une maladie génétique récessive, on a fait le test de diagnostic dès la naissance de la petite fille, et on a pu montrer que malheureusement, elle était atteinte des deux mêmes gènes récessifs que son grand frère, et qu'elle allait donc détecter exactement les mêmes symptômes. La différence, c'est qu'elle a démarré le traitement à quelques semaines juste après la naissance, alors que son grand frère l'a démarré à l'âge de 10 ou 11 mois. Les deux traitements ont bien fonctionné, comme vous allez le voir. Donc voici les mêmes enfants quelques années plus tard, et vous allez voir que le traitement a bien fonctionné dans le sens où tous les deux, pour tous les deux, l'évolution de la maladie a été stoppée. Ils en sont restés au point où, au moment où on a démarré le traitement, et que le grand garçon a toujours une mobilité des membres supérieurs un petit peu maladroite, mais qui est toujours fonctionnelle. Par contre, les membres inférieurs, c'est trop tard, et vous voyez que la petite fille, elle, par contre, a une motricité tout à fait normale pour un enfant de son âge. Donc ça montre bien l'importance primordiale de dépister cette maladie à la naissance pour pouvoir démarrer le traitement le plus tôt possible et d'éviter que les séquelles soient malheureusement irréversibles.
Quel a été le rôle du professeur Servet et du professeur Boomer dans ce programme? Ils ont démarré, comme pour Baby Detect, un programme pilote dans la région de Liège qui a démarré en mars 2018, pour lequel ils ont inclus un certain nombre de patients et qui a permis de démontrer aux autorités l'utilité de ce dépistage précoce pour lequel il existe un traitement, et l'utilité aussi au niveau économique, parce qu'ils ont pu prouver grâce à cette étude que le coût du handicap, ou la différence de coût entre la situation du grand frère et de sa petite sœur, c'est de l'ordre de 5 à 7 millions d'euros pour la sécurité sociale sur l'ensemble de la vie du patient. Donc c'est le coût du handicap de 5 à 7 millions d'euros. Il y a environ 10 cas par an en Belgique d'amyotrophie spinale, c'est une incidence de l'ordre de 1 sur 10 000. Et donc si vous la dépistez suffisamment tôt et que vous évitez les conséquences, que vous restez dans le cas de la petite fille plutôt que d'être dans le cas du grand garçon, eh bien vous économisez pour la sécurité sociale 50 à 70 millions par an. Le coût du dépistage systématique de cette maladie ne coûtait que de l'ordre de 3 millions d'euros. Donc on est dans une équation économique qui est largement positive. En investissant 3 millions d'euros en prévention, on économise 50 à 70 millions en curatif sur l'ensemble de la vie de l'enfant. Donc là, ça a été relativement rapide pour convaincre les autorités d'inclure ce test gratuitement dans le Guthrie et de le faire systématiquement pour tous les enfants. C'est un très beau succès et depuis le début du programme, 22 enfants ont déjà été identifiés, ont reçu le traitement à temps et sont donc aujourd'hui en bonne santé, alors qu'ils auraient pu être fortement impactés par la maladie si on les avait dépistés trop tard. Alors pour la maladie de l'amyotrophie spinale, le problème est résolu quelque part. Heureusement, c'est inclus dans le Guthrie maintenant, et donc tous les enfants nés en Belgique peuvent en bénéficier. Et comme je vous l'ai dit, ça se généralise en Europe qui applique le même programme. Par contre, c'est une seule maladie et il y en a évidemment malheureusement beaucoup d'autres. Et donc le professeur Servet et François Boomer qui se sont dit très beau succès, on a réussi à ajouter une maladie au Guthrie qui est remboursée, donc c'est une belle réussite. Néanmoins, ça a pris 4 ans. Et c'est une seule maladie. Donc si on continue à ce rythme-là d'une maladie tous les 4 ans, dans 20 ans, on sera peut-être à 28 maladies ou 29 maladies, alors qu'il y a moyen d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin avec les nouvelles technologies, notamment le séquençage de l'ADN, qui est une technologie qui permet aujourd'hui de détecter beaucoup plus d'autres maladies. Donc, qu'est-ce que le professeur Servet a fait? Il s'est dit, voilà, moi je suis neuropédiatre, je connais bien les maladies neuromusculaires, donc je peux faire une liste des maladies qu'on pourrait détecter. Par contre, il y en a beaucoup d'autres dans d'autres spécialités, et il est allé voir ses consoeurs et ses confrères dans les différentes spécialités pédiatriques en leur demandant de faire une liste des maladies qu'on pourrait dépister avec un test génétique, et maladies qui correspondent à certains critères. Alors ces critères, les voici. C'est la base du programme. On ne cherche que des maladies qui commencent à l'âge pédiatrique, c'est-à-dire en dessous de 5 ans. On ne va pas chercher une maladie comme un risque de cancer qui se développerait au-delà de 40 ou 45 ans. Ce n'est pas l'objectif du programme Baby Detect. Pour ne pas stresser inutilement les parents et mettre une épée de Damoclès sur la tête d'un nouveau-né, d'autant plus que d'ici 40 ou 45 ans, il y aura peut-être d'ici là une méthode, un traitement qui permettra de traiter cette maladie. Donc on exclut toutes les maladies qui sont avec un late onset et qui se déclarent plus tard. On cherche des maladies avec des complications graves, on ne va pas chercher l'acné du nourrisson, et surtout pour lesquels il existe un traitement ou une prise en charge approuvée, même avant l'apparition des premiers symptômes. Ça c'est très important, ça peut être un traitement médicamenteux, ça peut être un régime, ça peut être une série d'actions préventives pour éviter que des conséquences de la maladie se développent, mais il faut qu'il y ait une solution à proposer aux patients, aux parents, lorsqu'on détecte un cas positif qui empêchera les conséquences lourdes de la maladie si on ne faisait rien du tout. Enfin, avec un parcours de soins défini, ça veut dire que quand on va détecter un cas positif, il y a un pédiatre de l'équipe Baby Detect qui peut proposer son aide au pédiatre de la maternité là où le bébé est né, ainsi que aux parents pour prendre en charge leur bébé. Donc on ne veut pas
laisser ni les pédiatres ni les parents confrontés à un diagnostic sans leur proposer une solution, sans leur proposer un accompagnement. Donc il y a toujours un pédiatre de l'équipe Baby Detect qui est prêt à aider les pédiatres de la maternité ou les parents à expliquer la prise en charge et prévoir une consultation de suivi. Et enfin, il faut qu'il y ait une identification claire et possible des variants causant les maladies. On ne recherche que les variants pathogènes ou probablement pathogènes, donc de classification 4 ou 5 sur l'échelle internationale. Nous ne cherchons pas les variants de classe 1 ou 2 qui sont les variants bénins ou les variants VUS de classe 3, c'est-à-dire variants de significance inconnue. Nous ne les détectons pas pour ne pas, là aussi, créer de nombreux faux positifs et du stress inutile pour les parents. On a commencé l'étude avec 120 maladies qui étaient reprises et en 2022, et puis en 2024, on a élargi le panel pour aujourd'hui en détecter 165 sur base de 405 gènes qui ont été sélectionnés par les différents experts de l'équipe Baby Detect. Alors voilà un exemple de maladie qu'on peut dépister grâce à Baby Detect, qui est dans le panel de maladies qu'on dépiste et qui n'est malheureusement pas dépistable par le test de Guthrie. Il s'agit d'une myasthénie congénitale, qui est une maladie génétique neuromusculaire. Et voilà l'exemple d'un petit patient qui est arrivé à l'âge de 9 ans à la Citadelle et qui a été pris en charge par le professeur Servet. Vous voyez qu'il est arrivé avec une marche qui était évidemment fortement compromise. C'est un patient qui vit à Lubumbashi au Congo et qui a d'abord été envoyé en Inde par les médecins locaux pour poser un diagnostic. Malheureusement, on n'a pas posé le bon diagnostic, on a donné un traitement qui n'a pas fonctionné et le patient était revenu en Inde, au Congo en acceptant son handicap. Jusqu'à ce qu'il croise un médecin belge qui lui conseille d'aller voir le professeur Servet qu'il connaissait s'il avait l'occasion. C'est ce qu'ils ont fait, ils sont arrivés à la Citadelle avec donc cet état difficile au niveau de la motricité. 3 bonnes nouvelles par rapport à ce patient. La première, c'est que on a pu diagnostiquer la myasthénie congénitale dès son arrivée grâce à l'expertise du professeur Servet. On a fait un test génétique qui a révélé cette maladie. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il existe un traitement pour cette maladie à base de salbutamol et de mestinon qui coûte 7 € par mois et qui est disponible partout dans le monde, y compris au Congo. Donc ça, c'est une bonne nouvelle puisqu'ils pouvaient avoir accès au traitement assez facilement. Et troisième bonne nouvelle, et sans doute la plus importante, c'est que cette maladie est, contrairement à la myotrophie spinale, réversible et qu'avec un traitement, on peut fortement améliorer la qualité de vie des patients, comme vous allez le voir sur la vidéo qui suit. Tu sais te mettre debout tout seul? Le buggy qui bouge, ça peut pas être facile. Je te donne la main ou pas? L'espace de commentaires, c'est assez Marche miraculeux. tout seul ou on te tient. Marche d'abord tout seul. Quand tu seras fatigué, là on pourra te tenir. Bravo mon grand. On fait demi-tour? Eh ben, et tu te rassieds dans le buggy tout seul? Bravo! Super! Eh ben. Alors j'ai pu croire que c'était peut-être une difficulté liée au manque d'infrastructures et de moyens de diagnostic au Congo pour ce patient. Malheureusement, ce sont des cas qui arrivent également en Belgique et ailleurs en Europe. Et là, on a 2 exemples d'une jeune fille de 20 ans qui a été diagnostiquée d'une myasthénie congénitale à Liège après avoir passé 17 ans en chaise roulante, et un homme de 48 ans qui lui aussi a été diagnostiqué de façon extrêmement tardive. Donc si on prend ces 3 patients-là, ça fait des années et des années en fauteuil roulant avec une qualité de vie fortement impactée.
impactés et avec évidemment un impact très important sur leur qualité de vie et un coût énorme pour la sécurité sociale, des tas d'examens inutiles. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on veut absolument éviter et qu'on essaye d'éviter, de prévenir grâce à Baby Detect. Un autre exemple de maladie dépistée par Baby Detect, c'est la maladie de Wilson, aussi appelée maladie du cuivre. Et c'est une maladie qui est très difficile à diagnostiquer parce que le corps n'arrive pas bien à évacuer le cuivre qui va s'accumuler dans différents organes, et ça peut être variable d'un patient à l'autre, et provoquer des lésions et des conséquences assez lourdes. Alors que si on le sait dès la naissance, on peut donner au patient un chélateur de cuivre qui va aider le corps à évacuer le cuivre et éviter une accumulation dans les organes et éviter des conséquences qui peuvent parfois être très très sérieuses. On a eu un cas lors de l'étude d'une maladie de Wilson qui a été dépistée grâce à Baby Detect et qu'on a pu traiter dès la naissance et dont les parents sont extrêmement satisfaits d'avoir pu avoir l'information suffisamment tôt. Donc on a entendu parler du Baby Detect lors des rendez-vous sage-femme, donc avant l'accouchement. On avait une sage-femme qui venait à domicile, elle est venue 2 fois et lors des 2 rendez-vous, elle nous a parlé du Baby Detect. Et alors la gynécologue nous en a parlé aussi une fois. Et dès le premier appel, la dame nous a expliqué que voilà, on avait détecté une anomalie chez Oscar et qu'on devait refaire le test pour confirmer à 100%, mais que dans tous les cas, si la maladie avait été détectée, c'était une maladie qui se traitait. Ça ne se soigne pas, mais ça se traite. Et elle nous annonce déjà qu'on a un rendez-vous la semaine suivante dans le département génétique, mais au Sartillement cette fois-ci parce qu'il n'y a pas de département génétique à la Citadelle. Et donc le rendez-vous était déjà pris. Évidemment, voilà, on a directement accepté le rendez-vous. Et une semaine après, on se retrouvait en face du professeur Debray. On avait aussi une psychologue, on avait une assistante sociale, on avait une pédiatre. Et là, on s'est vraiment senti entouré, rassuré et soutenu. Oscar va très bien, il vient d'avoir 7 mois. Donc il a atteint de la maladie de Wilson, qui est la maladie du cuivre. Donc en gros, le corps d'Oscar n'évacue pas le cuivre. Donc il a un traitement à prendre tous les matins et tous les soirs. C'est un petit médicament qu'on dilue dans du liquide. Il est un petit peu contraignant au niveau de la prise, car il faut la dissocier complètement des repas. Mais c'est vraiment un moindre mal par rapport à ce que le traitement nous apporte. Car grâce à ça, Oscar ne sera jamais atteint par les symptômes de la maladie. On ne s'y attendait pas et ça vaut vraiment la peine de faire ce test parce que quelques gouttes de sang peuvent sauver la vie de votre enfant. Et moi, je voulais quand même juste rajouter qu'on était reconnaissant justement aussi par rapport à ça. Quand on entend les symptômes et comment ça peut toucher les personnes atteintes, on se dit qu'on a une chance de fou dans notre malchance, c'est qu'on a une chance de fou de se dire que il ne sera jamais impacté par ça, quoi. Ouais. Si ce n'est que de devoir prendre un médicament matin et soir, et voilà, c'est dérisoire. Voilà pour quelques exemples de maladies dépistées. Il en existe évidemment beaucoup d'autres et dans différentes spécialités, comme vous le voyez ici sur la diapo qui montre les différentes spécialités et le nombre de maladies dans chaque spécialité. Alors en pratique, pour les hôpitaux qui souhaitent informer les futurs parents de l'existence de ce test, il est extrêmement important que ce soit un projet commun au niveau de la maternité entre gynécologues, sages-femmes et pédiatres. L'information doit se passer le plus tôt possible pendant la grossesse. On conseille en général de le faire dès 4 mois. Beaucoup de gynécologues souhaitent en parler au moment où ils donnent les résultats du NIPT, puisqu'il s'agit là aussi de dépistage. Ils informent les futurs parents que si le dépistage les intéresse, il existe un test Baby Detect à la naissance qu'ils peuvent faire pour détecter les 165 maladies. Ils donnent un petit flyer d'information qui réfère avec un QR code vers le site web babydetect.be, et là il y a toutes les informations disponibles en 14 langues, des petites vidéos explicatives qui expliquent le fonctionnement du test et en quoi il s'agit. Ça permet aux parents de se renseigner et s'ils ont des questions, de revenir à la consultation suivante avec leur gynécologue ou leur sage-femme pour poser les questions et avoir les informations qu'ils n'auraient éventuellement pas comprises lors de leur visite sur le site. Ça leur permet aussi et surtout d'envisager l'aspect financier et de prévoir dans leur planning
le côté financier du coût du test dont on va bientôt parler, puisque ça s'anticipe également et ça leur permet éventuellement de mettre de côté ou de prendre des décisions appropriées, d'en parler à la famille ou autre. Au niveau pratique, c'est très simple à mettre en place au sein d'une maternité, puisque on recommande de le faire en même temps que le test de Guthrie, comme ça on ne pique le bébé qu'une seule fois. C'est pas obligatoire, l'ADN ne change pas, donc on n'a pas la même limite de temps que pour le test de Guthrie. On peut le faire dès le lendemain de la naissance, ou on peut le faire quelques semaines après. L'ADN ne va pas changer. Par contre, par facilité, et pour éviter, comme je l'ai dit, de piquer le bébé une deuxième fois, on le fait en général au même moment que le Guthrie. C'est une carte buvard comme pour le Guthrie, d'une couleur différente pour la différencier. On remplit les ronds que vous voyez en haut de la carte, et puis on la laisse sécher comme pour la carte de Guthrie, et on les envoie après au laboratoire. La carte de Guthrie va aller vers le laboratoire de spectrométrie de masse, laboratoire biochimique, tandis que la carte du Baby Detect va aller vers le laboratoire de génétique, où là on va extraire l'ADN des petits ronds sur la carte, on va l'enrichir, on va préparer la librairie des gènes que nous cherchons, et on va lancer le séquençage pour identifier les variants liés à ces gènes qui ont été sélectionnés. Il va en sortir des milliards de données que nous allons traiter grâce à nos algorithmes d'intelligence artificielle pour aller chercher uniquement les variants de type 4 et 5, donc les variants pathogènes, sur les gènes que nous avons sélectionnés et que nous allons chercher pour voir s'il y a des anomalies pour ces gènes. Si jamais une anomalie est détectée, on refait une deuxième confirmation pour en être sûr, et puis il y a une analyse manuelle de la part de nos généticiens pour bien vérifier qu'on est bien en présence d'un cas positif. Il pourrait arriver qu'un variant détecté pathogène ne soit pathogène que dans certaines circonstances, et c'est le généticien qui va, sur base de la littérature, valider que ces circonstances sont bien remplies et que donc on est bien en présence d'un cas positif chez un bébé où la maladie va se développer. Si c'est le cas, le pédiatre de référence de l'équipe Baby Detect qui connaît la maladie va appeler le pédiatre de référence de la maternité où le bébé est né, et ensemble ils vont discuter et choisir la prise en charge, soit au sein de la maternité par les pédiatres de l'équipe où le bébé est né, soit si la maternité le souhaite parce qu'ils ne connaissent pas la maladie et ne sont pas à l'aise avec la prise en charge, ils peuvent toujours référer les parents et le bébé vers un autre médecin référent spécialiste de cette maladie dans un autre hôpital, ou s'ils n'en connaissent pas, vers le CHU où il sera pris en charge. Alors où est-ce qu'on en est dans l'étude? Elle a été conçue comme une étude monocentrique qui a démarré en septembre 2022 dans les deux maternités associées au CHU de Liège, la Citadelle et Notre-Dame-des-Bruyères. On arrive au bout du financement et donc le recrutement va être clôturé fin mai 2025. Aujourd'hui, on a déjà enrôlé dans l'étude plus de 6000 bébés. Les résultats publiés dans Nature étaient les résultats arrêtés au 31 mars 2024, c'est-à-dire après 18 mois, sur base de 3850 consentements et bébés analysés, avec une acceptabilité de la part des parents de participer à l'étude de plus de 90%. Évidemment, c'était gratuit dans le cadre de l'étude, mais ça montre une bonne acceptance de la population pour un test basé sur l'ADN. Depuis, on a bien évidemment augmenté le nombre de bébés inclus dans l'étude, puisqu'on est à plus de 6000, mais les résultats n'ont pas évolué comme on va le voir sur les slides suivants. Voici les résultats résumés sur plus de 5500 cas. Ça s'était arrêté à fin janvier 2025. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous réfère sur notre site internet www.babydetect.be dans la section résultats de l'étude et publication de l'étude dans Nature Medicine, où vous avez un webinaire de présentation des résultats complets par les deux auteurs, Laurent Servet et François Boumer, qui donnent un peu plus de détails qu'ici. Si je résume ici les résultats, on a eu 103 cas positifs bruts sur 5545 cas, c'est-à-dire un pourcentage de presque 2%, 1,86 de cas positifs. Il faut nuancer ces résultats, d'abord parce qu'on a eu 2 faux positifs, et parce qu'on a eu aussi une douzaine de cas
qui avaient déjà été détectés positifs par le test de Guthrie, parce que certaines maladies dans Baby Detect sont également reprises dans le test de Guthrie. Ça nous a permis de valider notre test et ça nous a permis dans certains cas de donner aussi des informations complémentaires entre le phénotype et le génotype pour certains bébés positifs. Donc si je retire ces cas pour lesquels Baby Detect n'ajoute rien, les faux positifs et les cas déjà détectés par Baby Detect, on est plutôt par le Guthrie, pardon, on est plutôt aux alentours de 1,6% de cas positifs, sachant que, comme vous le voyez sur le camembert en haut à gauche, 2/3 de ces cas positifs sont des G6PD. Alors c'est à la fois c'est plutôt une bonne nouvelle puisque le G6PD est une maladie dont la prise en charge est assez simple. Il s'agit d'une anémie provoquée par le contact avec certains médicaments ou certains aliments, comme des médicaments anti-malaria, certaines chimiothérapies, ou des aliments comme les fèves mexicaines. Donc la prise en charge est relativement simple, il suffit d'informer les parents d'éviter ces aliments qui sont susceptibles de provoquer une destruction des globules rouges chez le bébé. Il n'y a pas de médicaments à prendre et le suivi est relativement simple. Donc ça ne surcharge pas le travail au niveau de la pédiatrie, mais par contre c'est important de le savoir et de pouvoir donner cette information aux parents pour éviter de se trouver dans une situation qui pourrait être délicate et avoir des conséquences importantes. Pour le reste des maladies, vous voyez que c'est assez large et que ça comporte des maladies dans différentes spécialités. Peut-être ajouter encore que nous avons eu 2 faux positifs et 1 faux négatif. Le faux négatif, c'est une cholestase que le test Baby Detect n'a pas pu identifier, n'a pas pu détecter, qui s'est déclarée quelques semaines après la naissance et qu'on a pu diagnostiquer sur base des symptômes cliniques du bébé. On s'est évidemment posé la question de pourquoi on n'avait pas détecté via Baby Detect, puisque c'est une maladie que nous recherchons. Et on a été revoir les résultats détaillés du séquençage de l'ADN et on a remarqué qu'il y avait un variant de classe 3, donc un VUS, qui avait été identifié, mais que par choix nous ne rapportons pas ces variants de classe 3. Il y en aurait beaucoup trop et ça provoquerait beaucoup de faux positifs. Donc c'est un choix que nous avons fait, donc ça veut dire que le test n'est pas infaillible, que nous pouvons louper des patients atteints d'une des maladies sans le savoir. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que maintenant que nous avons identifié ce cas pour ce variant inconnu, ce variant est maintenant documenté avec un cas clinique positif et nous avons pu mettre à jour les bases de données internationales en documentant ce cas, et maintenant ce variant inconnu est associé à un cas clinique positif, ce qui veut dire qu'il est repris dans les bases de données et que s'il revient dans une analyse similaire, eh bien il sera flagué comme étant un variant potentiellement pathogène. Donc la base de données s'enrichit au fur et à mesure que nous découvrons et que nous répertorions des variants inconnus et que nous les classifions comme potentiellement positifs, comme dans ce cas-ci. Donc le système continue à s'améliorer au fur et à mesure. Les 2 faux positifs, il s'agissait d'une hyperoxalurie dont deux anomalies ont été détectées chez un patient, chez le bébé, gène récessif, 2 variants différents. On a évidemment supposé qu'il c'était un qui venait de la maman et un qui venait du papa et que donc le bébé allait être atteint. Et puis quand on a fait le test de confirmation sur les 2 parents, donc on a fait un prélèvement, une analyse génétique sur les 2 parents également, on a vu que les 2 anomalies venaient toutes les 2 de la même allèle de la maman et que le papa était sain et que donc le bébé était bien porteur de la maladie mais n'allait pas la développer puisque c'est un gène récessif. Et donc on a pu rassurer les parents 2 à 3 semaines après avoir annoncé un cas positif. On est bien dans du dépistage et non pas dans du diagnostic, donc ça montre bien l'utilité et l'importance d'avoir un test de diagnostic qui suit. Mais il y en a eu 2 sur 103 cas positifs, donc ça nous donne une valeur positive prédictive de 98,1%.
Voici la comparaison avec d'autres études qui ont été faites, mais d'abord peut-être sur le graphe de gauche, vous voyez l'évolution du TAT, le turnaround time, c'est-à-dire le temps nécessaire pour communiquer les résultats. On a commencé légèrement au-delà de 2 mois, et puis avec l'expérience, on s'est évidemment amélioré, et au mois de janvier 2025, on était aux alentours de 20 à 25 jours pour la communication des résultats négatifs, un petit peu plus long pour les résultats positifs, puisque quand on a un résultat positif, on relance un deuxième séquençage pour vérifier qu'on a bien un résultat positif. Et l'information communiquée aux parents, c'est qu'ils auront des résultats entre 60 et 90 jours après le prélèvement, de façon à éviter qu'ils stressent à partir du 26e jour en disant que s'ils n'ont pas de résultat, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle. Ça c'est pour le TAT. Pour le tableau du côté droit, vous voyez la comparaison avec 2 autres études similaires. La principale étant l'étude Guardian à New York qui a été publiée quelques mois avant Baby Detect, fin octobre 2024, avec un nombre de patients similaire, puisque là aussi on était aux alentours de 4000 patients pour la publication des résultats, avec un choix de gènes et de variants un petit peu différents, ce qui a donné un nombre de cas positifs plus élevé. On est à 3,7 pour l'étude Guardian par rapport à 1,8 pour l'étude Baby Detect, mais un nombre de faux positifs beaucoup plus important, parce que là ils ont fait un choix de variants et de gènes qui était un petit peu différent, et donc une valeur prédictive positive qui est plus faible pour nous. Donc nous on a été assez conservateur dans le choix des gènes et des variants pour éviter un trop grand nombre de faux positifs et donc de stresser les parents inutilement. Ça c'est vraiment le choix que nous avons fait pour l'étude Baby Detect. Où en est-on aujourd'hui au niveau du projet Baby Detect? Comme je vous l'ai dit, l'étude arrive à son terme, mais nous souhaitons absolument pérenniser le projet et permettre aux autres maternités de continuer à proposer le test aux futurs parents dès maintenant, malgré la fin de l'étude. Et la seule solution à court terme que nous avons trouvée, c'est de passer par une facturation à charge des parents, facturation qui se fera directement du CHU aux parents après que les résultats soient donnés. Ça permet de maintenir le projet en vie en espérant et en attendant d'avoir un remboursement pour tous qu'on espère être le plus rapide possible. On sait que ça va prendre du temps. L'expérience nous a montré avec les exemples du NIPT ou de la SMA et de son inclusion dans le Guthrie que ça prend en moyenne 4 ans en Belgique pour avoir un remboursement. Et pendant ces 4 ans, il y a pas d'autre solution possible que de passer par une facturation à charge des parents. Le coût pour un hôpital n'est pas possible d'être absorbé par l'hôpital. La situation financière des hôpitaux, tout le monde la connaît. La plupart sont dans le rouge et donc il n'y a pas d'autre solution à court terme que de passer par une facturation à charge des parents. Néanmoins, nous avons démarré de nombreuses initiatives avec les organismes assureurs, que ce soit des mutualités ou les organismes assureurs privés, et nous avons déjà obtenu un premier succès avec ETIAS qui rembourse 100 € par test pour les parents qui bénéficient d'une assurance hospitalisation chez eux. Donc c'est déjà une première bonne nouvelle qui, on l'espère, va faire des émules parmi les autres organismes assureurs. Le prix est de 650 € par test, donc facturé par le CHU directement aux patients, ce qui comprend l'ensemble des coûts associés. Nous sommes bien conscients que c'est un coût important pour des jeunes parents dans une période où ils sont déjà confrontés à plusieurs dépenses. C'est un coût qui représente aujourd'hui la réalité du coût d'un test ADN. Malheureusement, il y a encore énormément d'interventions manuelles et de réactifs qui coûtent cher, de matériel qui coûte très cher. On espère qu'avec le volume, ce coût va diminuer et qu'on va pouvoir suivre le même parcours que le NIPT a suivi. Le NIPT a été proposé aux parents, à charge des parents, en fin 2012 pour la première fois.
fois en Belgique. Ça coûtait 1 200 € à charge des parents. Ensuite, dans les mois qui ont suivi, il était envoyé à l'étranger, en Chine et aux États-Unis. Dans les mois qui ont suivi, il y a eu une petite concurrence des laboratoires internationaux qui a permis de diminuer ce coût aux alentours de 800 €, puis de 600 €. Et puis en 2014, il a été proposé à Leuven, premier laboratoire belge à le faire en Belgique. Ils ont pu diminuer le coût à 460 €. Et puis Leuven a partagé son savoir-faire avec les autres laboratoires de génétique belges pour que tout le monde puisse le proposer avec le volume qui augmentait. Et il a finalement été remboursé en 2017, soit 4 ans et demi après son introduction. Et aujourd'hui, il coûte 8 € pour les parents. Donc on espère pouvoir suivre le même parcours avec un prix qui va diminuer si le volume augmente et qui sera à terme remboursé pour tout le monde. C'est pour ça que nous avons entamé les démarches auprès des organismes assureurs. Vous pouvez trouver toute l'information nécessaire sur le site babydetect.be. Il y a des petites vidéos d'explications pour les futurs parents. Il y a des brochures en 14 langues qui reprennent l'information. Il suffit de scanner le QR code pour les parents qui se trouvent sur le flyer qu'on distribue ou sur les affiches qui se placent en salle d'attente.